Merci beaucoup, Monsieur Côté. Alors, on va donc parler des différents traitements qui sont offerts aux patients qui présentent de la douleur chronique. En premier lieu, avant de parler des médicaments, je vais juste revoir avec vous l'ensemble des autres modalités thérapeutiques qu'on peut offrir aux patients qui présentent des douleurs chroniques. Alors, parmi les gens que vous pouvez avoir à rencontrer pour vous aider dans le domaine de la douleur chronique, ça peut être des gens qui s'occupent du domaine de réadaptation, exemple physiothérapie, ergothérapie, les kinésiologues, qui vont faire avec vous des approches plus physiques de traitement pour essayer d'améliorer votre situation. Si éventuellement, malheureusement, la douleur affecte beaucoup au niveau de votre morale, parce que on s'entend quand on a une douleur chronique, souvent il y a des deuils, il y a souvent des emplois qui se perdent ou des changements dans notre vie qui sont majeurs. Il peut donc y avoir un volet psychologique qui est important. D'ailleurs, Marie-Christine Taillefer va nous en parler tout à l'heure. Et ils ont des approches au niveau psychologique qui peuvent aider au niveau de la douleur, ne serait-ce que par soit de la relaxation, des thérapies behaviorales. Donc, il y a plusieurs types de traitements qui peuvent être offerts au niveau psychologique. Enfin, il y a des interventions plus invasives qui peuvent être faites. Qu'est-ce que c'est, ces interventions-là? Ça peut être des infiltrations. Beaucoup de gens vont avoir des infiltrations à base de cortisone qui vont leur être offertes s'ils ont des problèmes de douleur chronique. Ou encore, ça pourra être des interventions faites par des neurochirurgiens, comme exemple l'implantation de neurostimulateurs ou carrément des références au niveau chirurgical pour essayer d'améliorer leurs conditions. À présent, on convient que toutes ces approches-là, on essaie de pouvoir les offrir aux patients, mais plusieurs vont devoir, à un certain moment donné, dans le décours de leur évolution, prendre des médicaments. Alors, quelles sont les grandes familles de médicaments que les gens peuvent avoir à prendre? Bien, un de ceux que tout le monde connaît bien, parce que la plupart, vous en avez dans vos tablettes de pharmacie, c'est l'acétaminophène. L'acétaminophène ou Tylenol, c'est un produit de base qui, lorsque pris régulièrement, peut offrir un très bon soulagement pour certains types de douleurs. Les anti-inflammatoires et coxib, c'est aussi une autre famille de médicaments qui peuvent être utiles dans tous les tableaux, on le comprend, dans les tableaux inflammatoires. Oui, ça peut aider comme tel chez nos patients. Encore là, bien des gens vont en avoir parce que c'est souvent même disponible en vente libre. Viennent par la suite 3 autres familles de médicaments que je vous ai listées qui vont être habituellement proposés par des médecins et souvent par des médecins qui vont travailler un peu plus activement dans le domaine de la douleur. Parmi ceux-là, les antidépresseurs. À vrai dire, ils vont être offerts pour soulager la douleur, pas parce qu'on pense que la personne est déprimée, tout simplement parce que les antidépresseurs eux-mêmes, dans leur façon de fonctionner, réussissent à moduler la douleur chronique, surtout lorsqu'elle est générée par des nerfs. Donc, quand on parle de douleur neuropathique. Médicaments anticonvulsivants, ce sont ceux qu'on utilise pour l'épilepsie. Et puis, encore là, ces médicaments-là peuvent avoir des propriétés pour dominer la douleur, entre autres la douleur neuropathique, et aussi les cannabinoïdes, tout ce qui s'apparente à la marijuana, on reconnaît aussi qu'ils ont des propriétés, entre autres en douleur neuropathique. Les opiacés peuvent aussi en faire partie. À vrai dire, on les a listés. Les opiacés, habituellement, ne sont pas nécessairement en première ligne, pas nécessairement un premier choix dans le traitement de la douleur. La plupart des algorithmes de traitement, pour ce qui est de la douleur chronique, vont les placer en 2e ou 3e ligne. Puis, au total, c'est environ 20% des patients avec une douleur chronique qui vont consommer des opiacés. Alors, c'est clair qu'on a une préoccupation importante face au risque d'abus. À vrai dire, depuis qu'on est jeune, on apprend qu'il y a un risque, si éventuellement on consomme des opiacés, de devenir toxicomane. Et cette préoccupation-là est tout à fait réelle. Mais il demeure que c'est quand même de faibles pourcentages. On va le voir tout à l'heure, les chiffres. C'est quand même de faibles pourcentages de patients qui vont avoir un usage inapproprié de leur médication. Règle générale, au lieu d'avoir un surtraitement ou encore une vente illicite ou des surdosages ou même des décès, c'est plutôt l'inverse qu'on va voir. Plusieurs patients vont être sous-traités par rapport, là, si on prend dans la balance le risque potentiel de surtraitement. Alors, on parle habituellement, si on regarde la population cancéreuse, pour laquelle on devrait
essayer d'investir énormément d'énergie pour mieux contrôler la douleur, mais on sait dans les études que 50% des patients avec une douleur cancéreuse ne sont pas soulagés adéquatement. Alors, imaginez les patients qui ont de la douleur chronique. Alors, pour l'usage des opiacés, un peu à l'inverse de ce qui semble se publier dans la littérature, on note même une certaine diminution des prescriptions des opiacés. Alors, c'est en 2011, il y a une coquille, c'est pas Santé Canada 2001, mais bien 2011. Alors, on a noté entre 2010 et 2011 une diminution du nombre de prescriptions totales des opiacés pour toutes raisons confondues. Alors, c'est quoi le risque exact d'avoir un usage inapproprié? Alors, je vous ai juste extrait des données de 2 études, dont une qui est de Shield, publiée en 2013, qui nous mentionnait que le taux de patients qui vont consommer des opiacés vraiment pour avoir un effet euphorisant pour la toxicomanie, c'est 0,4% au total. Il y en aura à peu près 3% qui vont l'utiliser de façon inapproprié. Ce qu'on appelle inapproprié, c'est qu'ils vont devancer un peu. Ils vont en prendre plus que le médecin ne leur recommande. Mais il n'empêche que ces gens-là ne vont pas le consommer dans un but de toxicomanie et d'avoir un high. Une autre étude, Fishbane, qui date, elle, un petit peu plus vieille, 2009, mais comme telle, dans l'étude de Fishbane, le taux qu'on nous rapporte de toxicomanie est mentionné à 3,27%. À présent, si on décortique les données de l'étude de Fishbane, c'est qu'au total, il y avait 2500 patients qui faisaient partie de cette étude-là. Certains groupes de patients étaient des patients pour lesquels on n'avait pas identifié de facteurs de risque pour devenir éventuellement toxicomane. Et le deuxième groupe avait malheureusement des facteurs de risque pour la toxicomanie. Donc, dans le groupe de patients qui avaient des facteurs de risque, éventuellement pour une toxicomanie, c'était 11,5% des patients qui ont développé une difficulté à gérer leurs médicaments, qui sont devenus toxicomanes. C'est pas 100%, on en est heureux, mais quand même, 11%, c'est quand même malheureusement important, on en convient. Mais lorsqu'on prend le groupe, qui était beaucoup plus gros, le groupe de patients, qui, eux, n'avaient pas de facteur de risque pour développer une toxicomanie, bien, c'était 0,19% les chances de développer une toxicomanie éventuellement. Donc, chez les patients pour lesquels il n'y a pas de facteur de risque de toxicomanie, l'usage des opiacés va habituellement être très bien toléré et va rarement conduire à des situations d'abus. Alors, on a des outils pour nous aider à dépister puis à identifier les patients qui pourraient éventuellement avoir des problèmes avec les opiacés. Alors, on a des guides qui sont relativement simples à cocher, qui nous permettent d'identifier quels sont les patients qui sont plus à risque de développer une toxicomanie. On a aussi différents outils, exemple les tests d'urine qui peuvent être faits pour voir si le patient consomme d'autres produits, des produits alternatifs ou autres, exemple la cocaïne, qui pourrait être un problème pour eux. Donc, on a des outils nous permettant d'essayer d'identifier ceux qui sont plus à risque. Ces petits questionnaires-là, d'ailleurs, peuvent paraître bien bêtes, mais si on les applique adéquatement, les patients qui ont des faibles taux de toxicomanie possible, alors selon le questionnaire, c'était uniquement 5% qui développaient un problème. Si déjà on identifiait un patient qui avait certains facteurs de risque, c'est-à-dire entre 3 et 7 pour le pointage, on avait 28% de patients qui ont utilisé un peu moins bien leurs médicaments. Et lorsqu'on avait des patients qui avaient des scores élevés, ça pouvait aller à 90%. À présent, ici, il faut reconnaître que ce n'est pas le pourcentage de toxicomanie, c'est le toxicage de comportements inappropriés, c'est-à-dire des patients qui ont pu devancer leurs médicaments ou augmenter leur dose sans l'autorisation de leur médecin. Ce n'était pas nécessairement des patients toxicomanes. À présent, si on identifie un patient qui est plus à risque, ce que les médecins vont faire, c'est l'encadrer, être plus minutieux sur la prescription, limiter les quantités de médicaments que le patient pourra recevoir à chaque fois.
Alors, dans quelles circonstances on va proposer les opiacés chez nos patients? Bien, lorsqu'on fait face à une douleur modérée à sévère et qui est réfractaire au traitement habituel qu'on aurait pu offrir à ce patient-là. Et il y a certaines situations où lorsque le patient ne peut pas prendre des médicaments comme, exemple, il ne peut pas prendre l'anti-inflammatoire parce qu'il y a un ulcère d'estomac, ou le Tylenol parce qu'il y a un problème au niveau du foie, ou certains antidépresseurs parce qu'il y aurait des problèmes aux yeux ou à la prostate. Donc, en conclusion, les opiacés, oui, ça fait partie de la pharmacopée possible. Ça fait partie des médicaments qu'on peut offrir à nos patients, mais ce n'est pas une panacée. On ne l'offre pas à tout le monde. Certains patients, ça va être approprié pour eux, alors que pour d'autres, ça ne l'est pas. Il y a d'autres avenues thérapeutiques qui peuvent être offertes à des gens avec de la douleur chronique, on les a vus, et plus souvent qu'autrement, ce n'est pas un problème de surtraitement qu'on voit, mais c'est beaucoup plus un problème de sous-traitement à lequel on est confronté. Le risque d'abus est là. C'est dramatique quand ça arrive. On en convient tous, mais il demeure que c'est un risque qui est faible. Merci.